Et c'est ça que je trouve dangereux sur des tokenomics classiques, hein, où justement je pourrais le critiquer moi, tu vois, comme je vais le faire là, alors que c'est classique. Bah en fait, imaginons que comme je te disais, t'as l'exit scam protection, t'as ton truc d'airdrop, de marketing, les trucs réservés à la team. Bah en fait, s'ils ont accès, ils ont quand même accès à 80% de la supply, quoi. Là où c'est plus tendu, c'est sur une analyse fondamentale, tu vois, où t'analyses le white paper, t'analyses, comme sur les Bogda Legend par exemple, tu trouves la société d'investissement derrière, de trading et tout. Bah j'ai pas dit que c'était un Ponzi, j'ai dit que j'adorais les pyramides, tu vois. Mais je ne dis jamais que c'est une arnaque tant que j'en ai pas la certitude. Tu vois, je pense que ce qu'a sorti Emi, ça part d'une très bonne intention pour protéger les plus petits investisseurs et les plus petits portefeuilles. Moi, je me suis pas exprimé sur le sujet, dans le sens où, bah, comme je t'ai dit, je partage pas si j'ai pas de preuves, moi, irréfutables. À force d'être dans le Discord et tout, je voyais qu'ils disaient oui, on a vendu 1300, on a vendu 1300. Et donc, je suis quand même allé voir on-chain, ce qui s'était passé. Et globalement, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont minté eux-mêmes 1200 NFT au départ, tu vois, qu'ils ont envoyé sur une adresse. Et c'est cette adresse qui distribuait les NFT aux gens qui avaient payé par carte bancaire. Dès qu'il y a un influenceur qui est pas de l'écosystème, ou un sportif, ou un truc comme ça qui est mis en avant. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Ça fait beaucoup d'interviews ces derniers temps, mais c'est pour mon plus grand plaisir et j'ai l'impression que c'est aussi pour votre plus grand plaisir parce que j'ai l'impression d'apprendre des choses à chaque nouvelle interview. Pour le coup, interview avec Oslo, CryptoSlo, que vous connaissez peut-être sur Twitter. Hello. Salut à tous. Merci pour l'invite. Merci avec pour plaisir, c'est très cool. Ça fait un petit moment qu'on discute, etc. Qu'on s'est rencontrés plusieurs fois et surtout que je suis un petit peu ce que tu fais publiquement, même si je suppose qu'il y a beaucoup de choses que tu gardes aussi pour toi, des analyses un petit peu plus on va dire en off, mais en tout cas t'as un petit track record, t'as commencé à partager pas mal de choses, je dirais ces 12-24 derniers mois sur Twitter, ouais, c'est ça, en termes d'enquête. Et bah, pour le coup aujourd'hui on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est l'analyse on-chain. Pour notamment comprendre un petit peu quels sont les différents mouvements sur la blockchain, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut exploiter tout ça, et peut-être enquêter, peut-être comprendre ce qui se passe sur son wallet, comprendre pourquoi certains hacks ont eu lieu, vers où les fonds sont dirigés, ou même dans le cas où il y a de l'extorsion de fonds, des rug pools, des choses comme ça, comment pouvoir un petit peu analyser ce qui se passe tout simplement sur la blockchain. Avant de commencer, je voulais tout simplement introduire cette interview avec la question classico-classique, à savoir, est-ce qu'il y a des gens que tu apprécies particulièrement ou même que tu côtoies, que tu aimerais voir sur la chaîne? Je sais pas si t'as des gens que t'aimes bien dans l'écosystème et que t'as pas déjà invité surtout, et que j'ai oh, ça va, il y a de la marge. Il y a beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup dans l'écosystème, mais le problème c'est que la plupart tu les as déjà eus. Je pense notamment à Cryptic. Raptor, ça pourrait être intéressant d'avoir Raptor Crypto. Il fait pas mal d'AT, mais puis c'est ton domaine, donc je sais pas si trop tu fais comme tu fais aussi de l'AT. Je sais pas si inviter quelqu'un qui fait de l'AT, ça dépend, c'est prévu. Au coup de cœur, au feeling. Mais il a plein d'autres cordes à son arc. Je sais qu'il est pas mal dans l'horlogerie, tu vois, et tout, donc ça peut être intéressant de parler de tout ça avec lui. T'as déjà eu Colépi. Sinon, ouais, y a pas comme ça. En fait, sur l'analyse on-chain, t'as peut-être des gens. Genre, faudrait que t'arrives à avoir Zach. Ouais, ça me semble compliqué. Non, t'as déjà eu Profchain et en fait sur la Nation Chain, lui il le fait plus en mode investissement que enquête. Et du coup c'est intéressant. Mais sinon en fait le problème c'est que même en Angleterre ou en FR, je connais pas vraiment d'autres à part Zach qui fait de l'analyse on-chain sur de l'enquête, quoi. Il y a peu de gens qui veulent prendre des risques. Un petit peu, compréhensible. Ouais. Surtout que c'est pas le truc le plus lucratif. Enfin, faut avoir des beaux mécènes d'une certaine manière. C'est pas lucratif du tout, même. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais moi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, moi, il y a Konohime aussi. Mais ok. Konohime, il est très présent dans les NFT, mais vraiment axé art en fait. Pas du tout NFT, PFP, spéculation. Et je sais qu'en plus, c'est lui qui avait Non-Fungible Token, si je dis pas de bêtises. Enfin, il bossait pour eux. Enfin non, comment ça s'appelle Non-Fungible j'ai plus le nom, mais il sortait des dossiers tous les ans sur justement l'état des NFT dans l'écosystème. Et c'est très intéressant ce qu'il fait en général. Ok, faut que je regarde. Parce que dans tous les cas, je vois tout le temps son Twitter passer. Donc je regarderai. Pour commencer cette interview, ou en tout cas cette discussion, peu importe comment vous le voyez, mesdames et messieurs, qui es-tu, Thomas? Qui es-tu? Que fais-tu? Quelles sont tes passions?
Peut-être faire un historique aussi au Ouais, passage. moi, je suis à la base diplômé d'école d'ingé. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans. Je suis diplômé d'école d'ingé généraliste avec une spécialisation informatique en développement web. Et j'ai bossé 2 ans à Brest, là où j'ai fait mes études. Après, je suis descendu sur Toulouse il y a 3 ans maintenant. Et j'ai fait 1 an et demi de CDI à Toulouse dans le spatial. Et j'ai découvert la blockchain. Et quand ça a commencé à, on va dire, à rémunérer un petit peu, au-delà des investissements, notamment quand j'ai commencé chez le Journal du Coin en janvier 2021, si je dis pas de bêtises. 6 mois après, j'ai quitté mon taf complet pour me mettre à temps plein. J'ai Ok. commencé à partager sur Twitter d'abord de la thé. Je te suivais d'ailleurs à l'époque. J'avais commencé sur Twitter pour prendre les critiques. Je savais très bien comment marchait Twitter. J'ai commencé en mode, moi je fais ça, je trace telle ligne, et je me suis dit comme ça, je vais prendre dans la gueule, mais je vais m'améliorer quoi. Et en fait, bah, j'ai pas tant pris dans la gueule que ça. On m'a effectivement dit qu'il y avait des choses à changer et tout, mais ça a été plutôt très bienveillant. Et en fait, le compte est monté super vite. Et donc j'ai premier tweet début décembre 2021. Et genre en mars, j'avais atteint les Le 5000 top. abonnés. Ouais. Et genre en mars, j'avais atteint les 5000 abonnés et on commençait à me demander des collabs, quoi, forcément. Et en fait, c'est en faisant la due deal pour pas amener les gens n'importe où que j'ai commencé à dénoncer les projets de merde qui m'envoyaient des trucs. Et, Oh, le revers de médaille et le et en coup dans fait, le dos là. je pense que la première Tu leur analyse pètes un on-chain. partenariat, tu te fais Bah, terminer. en fait, j'ai jamais partagé. J'ai jamais partagé genre un partenariat qu'on m'a demandé un partenariat. J'ai jamais exposé le projet Ok. derrière. Mais j'ai commencé à faire des gros trucs et à leur dire, bah c'est quoi ça, c'est quoi ça. J'avais en général pas de réponse ou alors des réponses shady. Et je crois que ma première analyse on-chain pour voir où étaient partis les fonds, c'était sur un projet NFT de montre où on s'était tous fait rug la gueule mais fort. Et en fait, C'était quoi le les nom? mecs, c'était ah merde, comment il s'appelait? Watch Club, je sais plus quoi là. Ok. C'était un truc lancé. Le designer qui avait bossé gratuitement, qui s'était fait baiser aussi par les fondateurs, c'était Atom. Je sais pas si tu connais, il fait des photos de bagnoles et de montres Euh, sur Twitter. Pas trop. Enfin, en gros, il est passionné de montres et il faisait des montres en NFT, c'est des designs quoi. Ouais. Et en fait, bah, j'ai vu que effectivement lui m'avait partagé son adresse perso, j'ai vu qu'il avait pas été payé et tout, et les mecs ils avaient rug pour 16K je crois, un truc comme ça. Donc Ok. et j'avais mis sur Discord et j'avais fait à l'époque j'avais même pas encore lancé le compte CryptoSlow à l'époque, j'avais fait un thread sur mon compte perso en disant les fonds ils vont là, ils vont là. Et en fait, bah, j'ai le premier truc de debunk que j'ai fait sur Oslo, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était en décembre aussi, et Moi, t'avais je un m'étais projet noté Rich NFT. Bulls. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, là, il n'y a pas d'analyse on-chain, très peu, mais en fait, je fais juste une comparaison on-chain avec les Bored Ape et Rich Bulls. Et en fait, j'ai fait plutôt un truc psychologique sur comment marchent les dropshippers dans les NFT avec tout ce qui est FOMO et tout ça. Et, euh, et du coup, ce thread-là, ça faisait 3 jours que j'avais lancé le compte, je crois. Et genre, Helmut l'a cité, et là, j'ai pris, je sais pas, 800 follow en 24 heures, un truc comme ça. Et du coup, bah, après, j'ai commencé à faire du debunk à partir de mars-avril, notamment avec Plush et d'autres trucs. Je sais plus dans quel ordre, mais il y a pas mal de projets qui sont passés sous la loupe, on va dire. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Pour le coup, du coup, tu disais que tu avais publié pas mal de threads Twitter à ce sujet-là. Euh, Quel est, entre guillemets, l'élément déclencheur qui peut-être initie une sorte d'enquête ou de recherche de ton côté? Est-ce que c'est juste parce que tu vois un truc louche? Est-ce que c'est parce que tu reçois des informations? Est-ce que c'est quelque chose dont on te parle? Comment ça se passe en fait, ce moment où voilà, tu commences à t'intéresser à un truc et peut-être tu te dis ok, je vais le faire sérieusement et je vais peut-être publier. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de choses que tu publies pas aussi d'ailleurs.
Qui? Ah oui, magnifique. Lui-même le dit, je crois d'ailleurs. Et du coup, bah là, quand il y a ça, en général, je regarde quand même. Surtout que Crazy Cards, il m'avait contacté avant, donc si tu vois, il y a bien un projet qui m'a contacté, que Ok. lui, il y a un truc qui est sorti sur eux. Et en fait, ça, c'était le début quand justement, dès que j'avais un doute, j'allais creuser. Et puis, j'avais le temps à ce moment-là, donc je faisais une enquête quasiment à chaque fois. Donc, Crazy Cart, Bogda Legend. Maintenant, c'est un peu plus tendu. C'est-à-dire que, bah, comme on disait tout à l'heure quand on parlait, c'est assez difficile à rémunérer, on va dire. Donc, au départ, quand j'ai fait une post Twitter il n'y a pas si longtemps et que je suis revenu, j'ai dit aux gens, ouais, maintenant, si vous me demandez une enquête, je ferai sans doute payer et tout, parce que c'est vraiment du temps de ouf à passer. Et en fait, plus on me demande, moins je me vois demander de l'argent à des gens qui ont déjà été arnaqués, tu vois. Genre, ça me gêne de Ouais, ouf. c'est chiant. Mais du Ouais, coup, je c'est vraiment refuse pas chiant. mal de trucs. On m'envoie pas mal de DM et j'en refuse pas mal. Soit c'est trop long à faire. Je vois tu sais, je regarde en diagonale un peu on-chain, je regarde un peu le Twitter, ce qui a été fait et tout, et je me dis, ok, c'est 1 an d'enquête là. C'est gros, tu vois. Et sinon, l'enquête, par exemple, que je fais en ce moment, ça m'arrive de refuser d'abord. Et quand je vois que ça prend de l'ampleur un peu côté mainstream de la chose hors crypto, là, je m'y intéresse, et notamment pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit dit dans les médias Parce que c'est vraiment mainstream, tout comme d'utilité ça. publique et ça a vocation aussi à, d'une certaine manière, éclaircir la situation pour des gens qui sont pas forcément dans l'écosystème, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Et défendre l'écosystème peut-être d'une certaine manière ou le dénoncer à la fois, je sais pas. bah, il y a un peu des deux, forcément, tu vois. J'ai déjà eu des gens hors crypto dans mes DM qui me disaient c'est marrant, tu protèges la crypto quand eux commentent en disant ouais, de toute façon, c'est des NFT, c'est de l'arnaque, faut pas s'étonner. Et quand tu dis attention, il y a pas tout, il y a des utilités et tout. J'ai déjà eu des gens qui me disent mais en fait, tu fais que des arnaques dans les cryptos, donc pourquoi tu penses pas que c'est une arnaque? Et effectivement, j'avais quand même stoppé, j'avais fait ma post Twitter parce que à force d'être sur les arnaques comme ça, je vois que le côté négatif. Perdu de la Quand je, conviction, ouais. Ouais, c'est même pas forcément perdre la conviction, c'est que je vois un projet qui passe, tu vois, et en fait, je cherche que les points négatifs. Je suis là en mode, c'est quoi la douille? Et du coup, je perds tu vois, des opportunités d'investissement des fois parce que je me dis, vas-y, je rentre pas, puis en fait, c'est complètement legit. Enfin, tu vois, tu deviens un peu pessimiste, quoi. Donc, c'est un peu pour critiquer, mais en même temps, je trouve ça d'utilité publique dans le sens où tant qu'il y aura des arnaques comme ça et des rugs sur des projets NFT ou des gens qui se barrent avec la caisse, bah, on sera pas crédible, en fait. Donc, comme je suis pour une démocratisation de l'écosystème, bah, ça passe aussi par là, quoi. Tu disais que peut-être des fois tu surinterprétais certains aspects, ou en tout cas tu les amplifiais, et du coup tu avais un biais négatif entre guillemets, peut-être pour rien, Ouais. ou trop facilement. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que tu vois dans l'écosystème qui sont relativement critiquées ou peut-être dénoncées et qui devraient peut-être pas l'être, ou qui sont genre classico-classiques dans les cryptos et qui sont peut-être, tu vois, je pense notamment du côté aussi des tokenomics, ce genre de choses. Bah, en fait, y a un truc. Pareil, là, on va me dire que je vois le côté négatif, mais tu vois, c'est un truc non, mais pour t'illustrer à quel point c'est compliqué, imaginons que tu as une tokenomics avec 20% pour la team, ce qui en soi, maintenant, est à peu près ce qui se fait, et que derrière, tu as un truc d'exit scam, pardon, une pool de protection pour l'exit scam, tu as un truc de bonus d'airdrop pour ceux qui avaient déjà des tokens, tu as Le plusieurs pools, tu vois. marketing. Voilà, le marketing. Mais d'ailleurs, même avec les airdrops, je pense que les airdrops, c'est une des plus grosses douilles qui existent. Enfin, Ah bah, enfin, dans le sens où, oui, les utilisateurs qui jouent le jeu, je pense, en bénéficient, mais c'est quand même un moyen, je pense, incroyable pour les insiders de farmer comme des fous et en fait avoir une allocation pour la team ou pour les VC qui est bien plus grande qu'elle ne devrait être, puisque en fait au travers du farming qu'ils pourraient faire avec des infos dans le projet, en fait ils se retrouvent avec davantage de jetons qu'ils ont pour le coup gratuitement, non? ouais, bah alors il y a un peu de ça sur les airdrops, mais déjà, il faut savoir que pour les insiders, genre les VC et tout, oui, effectivement, s'ils ont des insides et qu'ils commencent à farmer, d'accord. Pour la team, ils ont pas besoin, ils ont accès à la pool. Il y a peut-être un multisig ou quoi, mais ils ont directement accès à la pool. Et c'est ça que je trouve dangereux sur des tokenomics classiques, hein, où justement, je pourrais le critiquer moi, tu vois, comme je vais le faire là, alors que c'est classique.
Bah en fait, imaginons que comme je te disais, t'as l'exit scam protection, t'as ton truc d'airdrop, de marketing, les trucs réservés à la team. Bah en fait, s'ils ont accès, ils ont quand même accès à 80% de la supply, quoi. Donc, Mais du coup, tu c'est quoi vois, la solution? la solution actuelle, c'est prouver qu'il y a un multisig déjà, parce que t'as plein de projets qui le prouvent pas, qui le disent, et que en fait, tu vas voir, t'as une pool, la pool principale qui va être multisig, et tu vas voir sur les autres, elle est pas multisig, et les autres ne le sont pas, tu vois. Il y a des projets des projets, hein, comme ça, juste le mettre dans la tokenomics, mettre les adresses aussi dans les tokenomics, les adresses des Pour éviter pools que les gens qu'il y ait voient. un des associés qui se barre avec la caisse, c'est ça que tu veux dire, par Ouais, exemple? c'est ça. Et tu vois, Comme sur genre. Gala? L'histoire Gala, c'est vrai que c'est hyper intéressant de ce côté-là, hein. Moi, je me prononcerai pas sur qui a volé qui ou quoi, mais enfin, c'est vrai que ce qui s'est passé sur Gala, c'est insane, quoi. Genre, mais tu vois, dans les white papers ou quoi, ou dans la description de la tokenomics, que ce soit dans un white paper ou pas, mettre les pools, mettre multisig, combien il y a de multisig, combien il en faut pour valider une transac, ça, il n'y a pas tous les projets qui le font, quoi. Et du coup, pour parler peut-être de ton travail d'enquête, Mhm. en tout cas de tes recherches personnelles, comment ça se passe concrètement quand tu te lances dans une sorte d'enquête? Est-ce que tu documentes ce que tu fais? Quel est un petit peu ton processus de réflexion? Comment t'amorces un petit peu tout ça de ton côté? Bah, tout d'abord, comme je le dis souvent aux gens, j'ai fait un thread il y a pas longtemps sur Twitter pour expliquer un peu ma démarche en 5 minutes, les 5 premières minutes, tu vois. En général, je vais sur le site web du projet sur lequel on me demande une On te enquête. rencarde. Ouais, c'est ça. Première chose que je regarde, c'est les mentions légales, si elles sont là, si elles sont pas là. Est-ce qu'elles sont bien faites, c'est-à-dire est-ce que la société derrière ou au moins la personne derrière est identifiable. Spoiler, en général, c'est pas le cas, surtout sur les NFT, on va dire. Mais je commence par ça. Et derrière, après, je commence à m'enseigner sur qu'est-ce que doit faire le projet, quels étaient leurs objectifs et ce qu'ils ont réellement sorti, quoi. Notamment via le white paper, quand il y en a un et qu'il est dispo. Après, je regarde aussi le Twitter. Tu vois, le nombre d'abonnés qu'ils ont gagné en 1 ou 2 mois, le nombre d'interactions sur les posts par rapport au nombre d'abonnés. Je rejoins le Discord s'il y en a un et qu'il est accessible. En général, ça d'ailleurs, les projets, ils aiment pas trop quand ils me voient débarquer dans un Discord où je suis pas holder, tu vois. Et puis après, bah, si c'est un projet qui est déjà lancé, que le contrat il est disponible, bah là on commence l'analyse on-chain, hein, on regarde où sont partis les fonds. Et sinon, s'il n'y a pas encore de contrat, c'est là que j'ai changé un peu ma manière de faire, tu vois, sur une de mes enquêtes qui était les Bogdanov. Bah, la team m'a reproché qu'ils n'ont pas lancé le projet à cause de moi, tu vois. Parce que le thread a fait trop de bruit et que du coup, ils se sont fait éclater en fait. Donc, et du coup, maintenant, ce que je C'était fais, c'est mérité? que. Hein? C'était Pardon? mérité d'une certaine manière? Ah, c'était shady, quoi. Encore une fois, tant qu'il n'y a pas arnaque prouvée, je peux pas légalement déjà et même éthiquement dire que c'est de l'arnaque, mais c'était shady, quoi. C'était là une équipe c'était la même équipe qui était dans le studio de développement des NFT, et ce même studio, c'était aussi la même équipe dans une société de trading qui était enregistrée aux Seychelles, à Dubaï, et qui te proposait des rendements garantis avec des bonus si tu ramenais des gens en tant que filleul, quoi. Donc bon, disons que j'ai trouvé tout ça, j'ai trouvé les papiers de la société, et je l'ai mis sur Twitter en thread, quoi. Et on m'a reproché que si le projet se lançait pas, c'était à cause de moi. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mets des petits coups de pied dans la fourmilière, tu vois, comme je fais en ce moment là, avant de sortir un gros thread sur Ballman. Je mets des coups de pied dans la fourmilière, voir si le projet réagit, voir s'ils veulent répondre, parce qu'il est évident que je laisse un droit de réponse tout le temps. Je tends la main, tu vois. Si le projet la prend pas, bon bah c'est son problème. Moi, je continue l'enquête, et quand elle est finie, je sors le thread de toute façon, quoi. Mais disons que si le projet arrive à me montrer patte blanche, bon bah limite j'arrête l'enquête. Si effectivement il me prouve qu'il y a rien de shady et tout. Ou sinon, dans le Mais thread, je c'est dis jamais bon le bah cas, par quoi. contre, Ou rarement. je préférerais me tromper en général, mais sur ce que j'ai sorti en thread, j'ai jamais eu de retour. Il y a eu un projet où j'avais fait un tweet sur eux, et je comptais faire un thread, et ils m'ont pris sur Discord en call, tu vois, et ils m'ont montré Ouais. effectivement toutes les factures qu'ils ont eu à payer, que ça correspondait à chaque transaction qui allait vers un échange centralisé, les montants correspondaient, et tout ça. Donc effectivement, tu vois, comme ça va dans un échange centralisé, je peux pas affirmer que c'est vrai. Ils auraient pu antidater des factures, mais je pense pas qu'ils se seraient donné autant de mal à faire chaque facture pour chaque montant qui existe. Et du coup, là, j'ai fait un mini thread en disant que j'avais vu ça, que je pensais ça, mais que la team m'avait montré ça, tu vois.
Et du coup, au final, Bon, c'est bien que ça aille dans les deux sens, tu vois. Ouais, bah c'est Parce important surtout. que je pense que ça peut renforcer encore plus ta crédibilité en tant que projet. Alors, évidemment, ce genre de tweet, ce genre de thread, c'est même si c'est que des suppositions ou une première main tendue d'une certaine manière, c'est un peu embêtant aussi parce que ça fait parler de ton projet plutôt négativement. Mais c'est quand même une opportunité de prouver le contraire et de prouver à quel point t'es fort et t'es solide. Et c'est pour ça que la diffamation, c'est un fléau, mais parfois dans cet écosystème, des fois, je me pose la question de est-ce que c'est pas mieux de diffamer et d'avoir la personne qui te dit qui vient justement te dire que tu as tort avec des preuves, plutôt que d'attendre, parce qu'au final, le risque, c'est que des gens perdent de l'argent ou que des gens se fassent arnaquer, etc. Ouais, c'est ça. Enfin, la question c'est est-ce que c'est mieux de diffamer dans l'espoir que genre les gens le sachent un peu plus tôt et que voilà, ou est-ce qu'il faut attendre, enfin, c'est un peu compliqué comme démarche. Je sais pas si tu voulais peut-être commenter sur ça. Bah alors déjà, faut bien voir que je mets un point d'honneur à pas faire de diffamation. C'est-à-dire que la diffamation, pour qu'il y ait diffamation, il faut une allégation. À minima, une allégation qui est faite sur au moins la volonté Des du projet. suppositions, c'est pas de la diffamation? Non, si tu n'allègues pas, et puis même des suppositions, j'en fais presque pas en fait. C'est-à-dire que, imaginons même qu'il n'y a pas d'analyse on-chain, parce qu'avec l'analyse on-chain, la blockchain ne ment pas de toute façon. Si je monte les transactions, elles sont arrivées. Donc là, j'ai juste à ne pas dire, bon bah vous voyez, il s'est barré avec la thune. Là, effectivement, il pourrait y avoir diffamation. Par contre, si je dis, bah l'argent du projet est passé par là et est allé là, c'est vrai. Mais là où c'est plus tendu, c'est sur une analyse fondamentale, tu vois, où t'analyses le white paper, t'analyses, bah, comme sur les blocs Legend par exemple, tu trouves la société d'investissement derrière, de trading et tout. Bah, j'ai pas dit que c'était un Ponzi, j'ai dit que j'adorais les pyramides, tu vois. Mais je ne dis jamais que c'est une arnaque tant que j'en ai pas la certitude. Déjà parce que sinon je peux être attaqué. Et clairement, ça foutrait la merde. Et troisièmement, comme ça, les projets, quand ils viennent me voir en disant tu diffames, machin, je dis non, en fait, j'ai analysé ton white paper, je dis ce qu'il y a dans le white paper, et je dis pourquoi ça peut être problématique ou non, des fois. Si jamais tu trouves que c'est de la diffamation, bah change ton white paper, en fait, parce que c'est marqué dedans. Et moi, ce que je disais, je vais te couper, c'était surtout en référence par rapport à FTX, dans le sens, ou même par rapport à Binance, dans le sens où la question c'est, est-ce que, genre, s'il y a un doute, genre, est-ce que tu tweets, est-ce que t'en parles, ou genre, est-ce que tu fais rien tant que c'est pas prouvé? Parce qu'en fait, quand c'est prouvé, c'est trop tard, quoi. bah, c'est assez. Et c'est dur de prouver absolument tout, quoi. Déjà, c'est dur de tout prouver, et puis c'est assez tendu, tu vois, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte sur est-ce que tu tweets ou est-ce que tu tweets pas. Si t'as un doute, t'as le droit d'émettre un doute sans que ce soit de la diffamation, tu vois. Mais pareil, si j'avais un doute sur quelque chose, je pense que j'essaierais de l'étayer au maximum avant de le tweeter, quoi. Ça prend le temps que ça doit prendre, mais je sais pas. En fait, le débat, c'est est-ce que le FUD est utile, quoi. Je dirais que ça dépend. Parce qu'en gros, quand il y a eu les problèmes avec Binance et tout, en fait, pour moi, si tu fudais Binance en mode retiré au fond de la plateforme, est-ce que ça faisait vraiment du mal à la plateforme si la plateforme, elle était honnête et qu'elle respectait ses engagements? Au final, ça changerait rien. Ouais, c'est ça que je me dis. De toute façon, je sais pas. Ouais, après, c'est un peu dur. Sur l'impact que toi au moins on peut avoir, tu vois, si on dit retirez vos fonds de Binance, bon, c'est pas non plus, enfin ça va pas. Quoique toi, t'as quand même 150 000 abonnés, mais. Non, mais après, c'est aussi comment les gens le perçoivent et tout, mais. Bien sûr, mais je sais pas si ça changerait vraiment quelque chose. Comme tu dis, quand c'est prouvé, en général c'est trop tard, surtout sur des mastodontes comme ça. Je pense que oui, tu peux te permettre de FUD et tout, mais pareil, comme je te dis, j'essaierai de l'étayer au maximum, pas forcément avec du on-chain d'ailleurs, mais que ce soit avec des recherches les plus approfondies possibles. Si tu peux essayer de trouver, tu vois, un article ou un inside quelque part, je sais pas où, tu vois. Est-ce que c'est sourcé, tu vois? Ouais, parce bah, que c'est pareil, ça, tu vois, genre ce que Coindesk a sorti, genre on devait croire la source, quoi, qui était anonyme. Donc, oui, est-ce que, et c'est un peu ce qu'on voit avec Emi aussi. C'est-à-dire qu'avec Emi, on voit des choses qui sortent et genre la source, elle est anonyme. Du coup, ça pose un peu le doute de comment on s'y prend, tu vois. Si la source est anonyme, moi je le vois comme une preuve, tu vois, mais c'est pas une preuve irréfutable.
C'est-à-dire que, effectivement, avec une preuve comme ça, tu peux te permettre de mettre des doutes, selon moi, mais tu peux pas te permettre de dire, genre, c'est avéré. Parce que une source anonyme, bah, moi, je peux créer un compte Twitter, m'envoyer un message en disant ça, ou enfin, tel truc ou tel truc, tu vois, et puis prendre le screen juste du message et dire on m'a envoyé ça. Et en fait, personne pourra vérifier que le compte derrière, il est à moi, qui c'est le compte et tout ça. Peut-être qu'il y a des Donc, intérêts économiques à être anonyme et dire n'importe quoi. C'est ça que tu veux dire aussi. non, pas forcément. Non, non, là c'était vraiment un exemple de pourquoi je dis que c'est pas irréfutable, tu vois. Ok. Un truc irréfutable, mais après je comprends aussi, tu vois, les sources qui veulent rester anonymes parce qu'ils ont des choses à perdre. Ça c'est évident, et moi, sur plusieurs enquêtes, il y a des gens qui m'ont dit, bah, je te partage ça comme info, par contre je veux rester anonyme. Effectivement, mais Mm. je pense que, effectivement, c'est bien de mettre en garde, et de mettre en garde, mais il faut pas aller trop loin si en fait tes preuves sont pas irréfutables. Et Est-ce que un screen anonyme n'est pas une preuve irréfutable pour moi. C'est une preuve si c'est- effectivement tu crois la personne, et là on ouais. rentre dans le débat de la confiance. Si tu crois la personne qui te fournit cette information avec un screen, bah ouais, tu peux émettre des doutes, il y a aucun souci. Mais il faut bien se dire que c'est pas irréfutable comme preuve. Avant qu'on passe peut-être à des cas pratiques et qu'on regarde ensemble à quoi ressemblent les outils, est-ce que tu pourrais peut-être me donner ton avis critique sur toute cette affaire entre Amy, Julien Bouteloup, Cryptomatrix, etc., etc. On a vu beaucoup de choses sortir et je pense que ça fait écho à juste ce qu'on venait de dire en fait d'un point de vue source anonyme, etc. Euh, voilà, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu as fait tes recherches? Est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu penses de la démarche? Peut-être pour avoir ton avis critique, parce que si je pense que quelqu'un doit peut-être avoir un avis critique sur le sujet, c'est probablement toi, vu l'historique que tu as, entre guillemets, publiquement sur ce genre d'affaires, quoi. Bah, en gros, tu vois, je pense que ce qu'a sorti Amy, ça part d'une très bonne intention pour protéger les plus petits investisseurs et les plus petits portefeuilles. Moi, je me suis pas exprimé sur le sujet, dans le sens où, bah, comme je t'ai dit, je partage pas si j'ai pas de preuves, moi, irréfutables. Si un jour un dossier sort sur Bouteloup et que tout est effectivement vérifié, avec un gros dossier qui potentiellement même part en recours collectif avec des investisseurs à lui ou quoi que ce soit, évidemment, je serai le premier à partager la news et à montrer ça, tu vois. Cependant, actuellement, j'estime que bah, il a émis à ses sources, hein, et il a certainement dans l'écosystème des bien meilleures et plus nombreuses sources que moi. Mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, bah, c'est des screens anonymes, ce que je peux comprendre, mais c'est pas irréfutable. En plus de ça, moi, je connais vraiment rien en DeFi, tu vois, là-dessus, je fais absolument pas mes devoirs, et la DeFi compliquée du style de StakeDAO, des investissements que Avec des font pools, du farming, avec des pools, du du farming et tout, staking, plein de euh, j'ai- wallets, plein voilà, d'interactions. j'ai jamais fait d'analyse on-chain sur un truc comme ça, mais j'imagine que ça devrait prendre, je pense, surtout sur un cas comme Julien Bouteloup, je pense qu'une réelle analyse on-chain pour prouver véritablement quels fonds partent, quels fonds arrivent et tout, je pense que t'en as pour plusieurs mois. Je pense sur un bon 9-10 mois à minimum, hein, si tu veux vraiment le prouver de façon efficace, et surtout le prouver et le vulgariser pour les gens derrière, tu vois. Parce que c'est bien beau de mettre un gros tableur avec toutes les transactions, mais si les gens ne comprennent pas l'analyse on-chain, t'es obligé de le vulgariser. Donc je m'exprime pas sur le sujet dans le sens où je suis pas capable et j'ai pas les compétences actuelles en DeFi pour le faire non plus. Et j'ai pas le temps là de me lancer dans un truc de 9 mois où Et en plus il va falloir que je me forme sur la DeFi en question pour comprendre comment ça fonctionne on-chain. est-ce que le problème, c'est peut-être pas que les outils sont, enfin, à notre disposition, sont pas assez bons pour justement gagner du temps sur ce genre d'analyse? Parce que au final, aujourd'hui, de ce que je comprends, tout le monde a la flemme de le faire parce que c'est trop long. Il y a Et que beaucoup de ça ça. rapporte rien. Et du coup, est-ce que la solution, c'est pas d'accélérer ce processus d'une certaine manière? Est-ce que tu vois des manières de l'accélérer? Ça peut être peut-être le moyen de présenter les outils que Mm. toi tu utilises pour faire tes enquêtes d'ailleurs. Bah, il y a des outils hein, qui sortent de plus en plus. Bah, notamment, là, j'ai commencé chez Bubble Map il y a pas longtemps. Bubble Map, c'est une toute nouvelle façon de faire de l'analyse on-chain. Donc, on le verra. Je te présenterai un peu plus en détail tout à l'heure si tu veux. Mais Ouais. sinon, en fait, il y a de plus en plus d'outils. Donc, comme je te disais, Bubble Map, il y a Arkham aussi, hein, qui est très critiqué sur l'histoire des bounties qu'ils veulent mettre en place, mais qui, en termes d'analyse on-chain, est d'une puissance monstre. C'est-à-dire qu'ils ont un visualizer, donc tu vois, où tu vois une bulle et tu vois les interactions avec les autres wallets. Ils ont un traceur, comme ce que fait un peu Breadcrumbs, où tu vois une adresse et puis tu vois un truc par transaction. Enfin, tu as un trait
pour la connexion, et dans ce trait, ils vont te lister toutes les transactions qu'il y a eu vers ce wallet. Comme ça, d'un coup d'œil, tu peux voir plusieurs Ouais. interactions et plusieurs choses, quoi. Tu C'est gagnes ça, du temps. d'un coup d'œil, tu peux avoir, et même assez rapidement sur Arkham, tu peux avoir une grosse map de wallets qui sont en plus, tu peux les trier par ordre chronologique, enfin pas chronologique, mais tu vois, t'as des lignes en fait, Mhm. et du coup tu peux mettre, mon wallet de départ, c'est le contrat de mint d'un projet NFT par exemple, et du coup les wallets de cercle 1 ils sont après, les wallets de cercle 2 ils sont encore après, et ainsi de suite, tu vois. Et du coup, si tu vois, si je te montre un peu, ça peut donner quelque chose comme ça, quoi. Là, t'as un contrat de mint par exemple, ici. Et là, tu as tous les wallets de cercle 1, là. Donc en plus, Ouais. tu vois qu'il y en a certains qui communiquent entre eux sur la même ligne. Derrière, ça part sur... donc tu peux voir les Coinbase Deposit, parce qu'en plus, sur ces outils-là, comme Arkham ou comme Bubble Maps, les adresses C'est les plus labellisé. connues, c'est labellisé, c'est flagué. Et derrière, les trucs de cercle 2, les trucs de cercle 3, et puis t'arrives, tu vois, ça te donne une map un peu des transactions. Donc ça, c'est un premier coup d'œil. Mais après, ça va surtout te permettre d'aller voir, tu vois, si je clique, je sais pas, on va prendre un gros montant là, 112 000, c'est celui-là. À quel point c'est Attention. compliqué de faire ça, par exemple, ce que tu nous montres? Ça c'est pas compliqué. Alors ça, faut l'accès à Arkham quand même, qui est Ok. pour le moment, je crois que c'est une bêta et qu'ils ont pas ouvert encore. Fallait un lien d'invitation et tout ça. Mais Uh-huh. ça, c'est pas compliqué. Hein. Globalement, si je pars, tu vois, si je veux remettre le même truc, je vais juste copier Ouais. l'adresse. Je copie l'adresse. Je reviens sur la trace. Je vais te faire très rapidement une nouvelle trace. Ok. Hop, je copie l'adresse. Elle arrive là. Là, Ouais. il calcule les transactions sortantes et entrantes. Donc là, pour le moment, alors ça, il le met des fois automatiquement, mais tu vois, là, j'ai tous les sortants. Donc là, le truc de mint, il est allé vers là. Alors d'ailleurs, là, il bug un peu. Je vais te le faire avec ici. Là, tous les trucs sortants, je fais ça, et puis hop. Tu vois. Ok. Et derrière, tu peux faire la même chose pour les autres trucs. Et C'est assez violent, hein. s'il y a un truc, tu vois, si ce wallet-là qu'on a vu ici a envoyé ici et que je l'affiche, s'il y a eu un lien entre les deux, il va se mettre à jour automatiquement aussi, tu vois. Donc ça te permet de visualiser toutes les relations entre les wallets euh, qui ont reçu des fonds Ouais, générés, ou en tout cas émis à partir du premier mint. c'est ça. Et si je veux, bon là ce serait long, mais tu vois, là on voit qu'il y a 84 pages d'inflow sur le contrat de mint. Si je veux, je vais à la page 52. Donc ça, c'est toutes les adresses qui ont envoyé des fonds à l'adresse de mint. Ouais. Ah putain, je peux pas écrire. Mais tu vois, là t'as du 2K, parce que t'as le montant. Là, t'as du 795, tu vois que c'est tout le temps les mêmes montants, c'est très certainement du mint. Bah, si t'as Ouais, vraiment envie de les mettre, voilà, tu fais ça et puis t'as les gens tu qui ont peux. minté, quoi. Ouais. Ok. Donc ça peut aller assez vite, quoi. C'est EVM et enfin, c'est sur quelle chaîne du coup, Arkham? Arkham, ils ont plein de trucs, gros. Franchement, si tu vas sur le truc, je pense que tu dois pouvoir choisir ta chaîne. Voilà. Ok. Ils ont énormément de choses et puis après ils sont pas, je crois que ça fait moins d'un an Arkham, hein, donc ou un an, tu vois, un poil plus d'un an. Ouais, c'est Et en plutôt fait, récent, ouais. ouais, et en fait ils font des partenariats quoi avec les chaînes, hein, justement, pour Ok. ensuite afficher ce que tu veux, quoi. Et donc là, on parlait spécifiquement de mapper Mm. eh bien, toute l'interaction par rapport au projet Bollman. Mais est-ce que tu peux peut-être nous faire une vue d'ensemble de tous les outils que tu utilises et de Ouais. comment tu utilises? Parce que là, tu utilisais le visualizer de Arkham, mais je suppose que tu n'utilises pas que ça non Non, plus. déjà, ouais, vas-y, fini. Donc ouais, quels sont les outils par lesquels tu commences pour montrer un petit peu le processus? Est-ce que tu as des outils que tu utilises plus au début qu'à la fin? Et quel est un peu le flow d'utilisation de tes outils, tout simplement? Bah alors le flow, comme je te disais tout à l'heure, on parlait de par quoi je commençais en enquête et tout, donc je fais en général tout ce qui est off-chain d'abord. Donc là, les outils, c'est Ok. globalement de l'open source et les sites internet, hein, c'est Papers, société.com quand je trouve ce qu'il faut, le site web du projet en question. Mais très vite, je bascule sur l'analyse on-chain parce que je trouve ça plus parlant en fait. Et globalement, ça va être du Etherscan, hein, Plus représentatif. Ouais. de ce qui se passe, tu vois. En fait, je trouve que on-chain, c'est très facile de voir. Enfin, de toute façon, tu verras si les fonds sont partis ou sont toujours sur le truc. S'ils sont partis, est-ce qu'ils sont partis sur des wallets La privés, blockchain sur ne des... ment pas.
Voilà. Est-ce qu'ils sont partis sur des échanges centralisés et tout ça, quoi. Donc, sachant que, par exemple, les fonds qui partent sur un échange centralisé, ça peut être effectivement parce que le projet a des factures à payer en euros. Mais dans ce cas-là, bah, si le projet a des factures à payer en euros, ils doivent pouvoir fournir la facture au holder s'ils le demandent, tu vois. Donc, je trouve que ça permet de voir très vite, en fait, pas si c'est une potentielle arnaque ou pas, mais au moins de voir la bonne foi du projet, Si tout colle. si ça colle, tu vois. Mais en général, du coup, bah, c'est simple, hein, si j'arrive à choper l'adresse du contrat, si j'y arrive pas, je demande en général à un holder qui m'a contacté sa transac de Mint, comme ça je retrouve le contrat. Et bah au départ c'est du Etherscan, hein. Tu vois, là j'arrive sur le contrat. Donc tu c'est- tapes l'adresse du contrat en haut directement dans la Ouais, recherche directement Etherscan. ici. Derrière, là il y a les transactions, donc la liste des transactions publiques, on va dire, où tu vas trouver notamment les Mint. Et derrière, là où je vais voir très, très rapidement, c'est les transactions internes. Où là, tu vois, c'est en Qu'est-ce que tu général. entends par transaction interne? Les transactions internes, c'est des transactions qui sont envoyées en fait via le contrat directement, via une fonction du contrat. C'est pas genre de wallet à wallet, tu vois. Si tu fais une transaction, tu vas prendre ton MetaMask, tu vas mettre la transaction vers mon MetaMask à moi, enfin vers mon adresse ETH par exemple, et tu vas faire ça à la mano. Une transaction interne, ça va être via une fonction qui est définie pour envoyer à ces adresses-là, tu vois. Ok. Et en général, bon, bah, tu vois C'est que une partie automatisée, quoi. ouais, ça va être semi-automatisé parce que tu vois, ils vont choisir les montants qu'ils vont envoyer vers ces adresses-là et tout ça. Mais c'est pas du tout pareil ici que si je trouve. C'est pas une interaction avec un parti extérieur et le contrat, tu vois. Tout ça, c'est des interactions avec le contrat ici. Qui là il y en a énormément parce qu'il y a le jeu qui est quand même sorti machin et tout, mais en interne ça va être vraiment les interactions de ce truc là avec les autres et notamment les adresses, tu vois, tu vois bien qu'il y en a nettement moins, quoi. Et ça Plus par facile exemple de ça peut être chercher. des récompenses, ça c'est envoyé automatiquement via le jeu, c'est une récompense d'une personne par exemple, tu vois. Je sais pas si c'est le cas, hein, j'ai pas creusé ça, mais ça pourrait être le cas parce que tu vois que t'as beaucoup de même montant avec des adresses qui sont pas forcément Sur des mêmes dates, surtout. c'est sur des mêmes dates et ouais, tu vois, c'est des batchs, hein, clairement 43,59, 44,33. Donc t'as de ça. Et derrière, bah, si tu veux être sûr d'être sur le bon contrat aussi, t'as le token qui est ici, où là je te montrerai après, mais si là, là sur Ballman par exemple, il n'y a rien, mais si les mecs ils ont swappé des ETH en USDT, en USDC, c'est ici que tu vas le voir, tu vois. Tu Tout ce qui est en verras dehors pas. d'Ethereum. Ouais. Ouais, tout ce qui est. Enfin, qui n'est pas de l'ETH. Qui n'est pas de l'ETH, c'est ça. Et derrière, bah, moi, ce que je fais en général, c'est que je clique sur le token. Donc là, on verra pas les ETH. Ça, tu peux le faire avec d'autres projets, notamment des projets crypto à token. Mais par exemple, si je décide là, j'arrive sur total des holders, nombre de transferts, des NFT en question. Bah, si je clique sur wd23.eth, hop, ça va rester sur la page du token, mais ça va me filtrer via l'adresse là, quoi. Et là, je vois que ce qu'il y a avec lui, nice, les in ou les out, que ce que lui il a fait, tu vois. Ouais. Donc derrière, Etherscan en soi, c'est déjà très puissant, quoi. Ouais, Etherscan c'est déjà très puissant. Tu vois, comme sur OpenSea, tu peux voir son inventaire directement. Tu peux voir les trades qu'il a fait sur le truc. Voilà, ça plante un peu. Ça plante complètement, même. Ouais, c'est Etherscan, on peut les excuser Ouais. parce qu'ils font gratuitement. Et bon, bah, je peux pas te le montrer, mais globalement, tu vois tout ce qui a été fait. Et derrière, si tu veux aller sur voir ce qu'il a fait lui en ETH et tout, t'as juste à recliquer sur l'adresse. Et là, ça te mettra le détail vraiment de l'activité entière, même en dehors du ton, de l'adresse, ouais. Donc de ça permet Ballman, déjà d'aller très vite. Et en général, Etherscan, on va dire que c'est le fil rouge de mon investigation. C'est-à-dire que je trouve un truc sur Arkham, je me dis, ok, là le contrat de mine, par exemple, il a envoyé 123K en 3 fois. Il y a un peu plus d'ailleurs. Bah, je clique sur la transaction. Ça m'amène sur la transaction via Arkham. Et derrière, ici, ça t'amène direct sur Ether. Et là, tu as la transaction en question, tu vois. Ouais. Donc en général, quand il y a une adresse que je connais pas, via Etherscan, je vais voir sur Arkham si elle est pas flaguée, voir si c'est un exchange ou un truc comme ça, tu vois, si je la connais pas, et qu'elle est pas flaguée sur Ether. Et pareil sur Arkham, s'il y a un truc que je trouve bizarre sur une adresse,
en mode cette adresse-là qui est pas flaguée, on voit qu'elle a reçu, je sais pas, 20K ou un truc comme ça. Bah, est-ce que dans les transactions internes de cette adresse-là, est-ce qu'il y a des choses à voir, tu vois, notamment avec le contrat et tout ça, quoi. Ok. Donc c'est un peu, j'utilise les deux en complément. Derrière, avant de faire un thread et tout, j'aime bien avoir exactement en tête ce qui s'est passé. Et pour ça, en fait, je refais un peu ça, mais à la main, sur un truc de prise de notes visuelle qui est mis la note. Donc ça, par exemple, c'est l'enquête que j'ai fait quand je suis passé sur M6 l'année dernière. Ok. Donc t'as là les transactions de la victime, ici. Là, t'as les transactions des arnaqueurs qui lui ont fait croire qu'il gagnait de l'argent sur son trust wallet. Et là, t'as les transactions sortantes vers les deux adresses qui ensuite se regroupent pour arriver sur cette adresse ici finale, quoi. Et on a regardé d'ailleurs quand je suis passé. Donc en fait, ils sont passés par plein d'adresses, quoi. Ouais, et encore, c'est que dalle, hein. Là, franchement, ils sont pas bons, hein. T'as Ok. t'as ces deux adresses-là. Derrière, Ah ouais. t'as juste ça comme adresse. Ils partent sur des exchanges. Mais sinon, franchement, c'est pas si compliqué à suivre, quoi. Ce qui serait Mais compliqué, c'est s'il y avait plusieurs victimes. ouais. Parce que là, t'aurais ces adresses-là qui se recouperaient, je pense. Je pense que toutes les adresses-là sont utilisées comme ces deux-là pour faire croire que la personne Ouais, gagne de la de même l'argent manière. et tout. Ouais. Je pense que si tu rajoutes des victimes, ça devient très vite très compliqué, mais sur une victime, tu vois, le chemin, il est assez simple, hein. Et donc voilà, je fais dès que j'ai... Donc ça, c'est la partie la plus longue à faire quand je fais une enquête, pour bien avoir tout en tête et écrire le thread plus facilement. C'est-à-dire que je crée un carré comme ça, je mets l'adresse. À l'intérieur, je mets les liens vers les transactions sur Etherscan pour chaque transaction. Et tu rends le Milanote du coup accessible de tous? En lecture seule, ouais. Enfin, Ouais. en readers only, quoi. Ouais. Tu vois, là, par exemple, on peut voir est-ce qu'il y a eu des gens qui Ouais, ont... non, mais en gros, on peut aller dessus et voir ce qui s'est passé, quoi, juste pour C'est avoir ça, le puis détail. moi, sur certaines enquêtes que je partage sur Twitter, je peux voir combien de personnes ont cliqué sur le lien et combien sont arrivés sur le Milanos. Et derrière, là, ce que j'ai fait par exemple aussi avec Bomat, c'est donc, comme je te parlais de Bubble Maps, chez qui j'ai commencé, là, c'est une autre façon de faire de l'analyse on-chain parce que ça permet de voir sur n'importe quel token qui est listé. Par exemple, ils ont fait il y a pas longtemps une enquête sur Compound. Tac. Donc, tu vois que tu as différentes maps. Tu peux rafraîchir la map si tu en as envie. Tu as la liste des 150 premiers holders du token. Là, on voit un cluster. C'est tous les wallets. Chaque bulle est un wallet. Et en fait, c'est toutes les personnes là, tous les wallets qui ont échangé de l'ETH entre eux. Donc, ça veut dire que ces wallets-là, d'une certaine façon, se connaissent, tu vois. Celui-là connaît celui-là, celui-là connaît celui-là, celui-là connaît celui-là qui connaît celui-là, et ainsi de suite. Et tu peux aussi notamment voir le token natif du projet. Où là, l'enquête qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps, c'est sur S16Z, qui détient sur Compound 4,16%, je crois. Il faudrait regarder, ils ont fait un thread il n'y a pas longtemps. Donc, des fois, il faut ajouter certains wallets. Quand ils sont pas dans les 150 premiers, tu peux choisir d'ajouter des wallets. Mais du coup, ça permet, pareil, de voir que quand je suis arrivé dessus, j'étais sur Ballman. NFT. Sur Ballman, on retrouve les mêmes wallets que j'ai trouvé moi tout seul à la base sur mon analyse, qui ont échangé de l'ETH, tu vois. Genre, ces wallets-là, tout ce cluster orange, il y a le déployeur qui est dedans, et en fait, on voit là où les ETH sont partis. Et ça permet de voir que ce wallet-là, 0xAA31 quelque chose, et en fait, il a envoyé des ETH que en sortant, par exemple. Il a reçu que de ce wallet-là des ETH, qui est le déployeur. Tu vois. Donc ça permet d'aller encore plus vite dans juste le visuel. Après, il faut quand même aller chercher les transactions. Ici, ça t'amène sur Etherscan de nouveau. Et là, tu cherches pour faire ton histoire, quoi. Tu vois, écrire ton histoire. Ok. Et tout à l'heure, tu me Mais parlais... du coup, quand tu cherches, tu sais déjà un peu par où regarder, vers où regarder d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu as déjà pas mal d'informations, mais c'est... Genre, par exemple, si tu pensais que certains VC étaient mal intentionnés, etc., mais que tu sais pas où chercher, genre, c'est compliqué, quoi. Ouais, après, en fait, le plus dur, tu vois, c'est de savoir qui est derrière une adresse ou de trouver une adresse, tu vois. Genre, si je veux l'adresse, là, ils sont flagués maintenant chez Bubble Maps, par exemple, mais si moi, perso, je voulais l'adresse des wallets de S16Z,
Bonne chance. Où c'est que je la trouve, tu vois. Oui, où c'est que je les trouve, parce qu'évidemment, ils ont Parce des qu'ils peuvent créer centaines. des adresses pour chaque levée, pour Bah, chaque truc, donc bah ouais, c'est bien sûr. compliqué. Et derrière, dans l'autre sens, j'ai toutes les adresses, mais une adresse qui est pas flaguée ni sur Etherscan, ni sur Arkham, ni tout ça, même s'il y a, admettons, 4 millions dans un token dessus, bah comment je la trouve en fait? En général, je la tape sur Google, et puis soit il y a quelque chose, soit il y a rien, ou je la tape quand c'est des projets pas trop connus, comme par exemple Ballman ou trucs comme ça, je la tape en recherche Twitter aussi. On sait jamais, tu vois, quelqu'un qui a Ok. reçu des fonds du projet, qui il y a 1 an et demi a mis son adresse ETH pour gagner un giveaway quelque part, bah, ça me permet de lier un compte Twitter à une adresse. Mais globalement, en Intéressant. général, il n'y a rien, tu vois. Alors, en général, Ouais. t'as juste l'adresse, tu la mets sur Google, t'as pas de résultat, t'as que le solde de l'adresse, et sur Twitter, t'as pas de résultat non plus. Bah là, globalement, tu t'arrêtes à cette adresse a reçu en mode, comme je te disais, cercle 1 ou cercle 2, tu vois. Ça a reçu cercle 1, c'est que ça reçoit directement du contrat, cercle 2, et ainsi de suite, tu vois. Mais en général, tu t'arrêtes là. Tu dis, bah, cette adresse-là a reçu direct du contrat de mint ou autre, quoi. Et c'est ça le plus dur de trouver, même si tu sais où tu vas, de devoir t'arrêter parce que tu sais pas qui y a derrière, en fait. Après, c'est pas Donc, plus mal non plus parce que le doc c'est interdit par la loi, on le rappelle. Mais... donc, en soi, Etherscan, c'est une grosse base de données qui permet d'explorer. Bubble Map, c'est plus une visualisation de la donnée. Et Arkham, c'est plus une manière de l'interpréter, peut-être. Ouais, bah après, comme je te dis, Arkham, Bubble Maps et Etherscan, je les utilise vraiment en trio, tu vois, en cercle. Constamment, ouais. À chaque fois que tu as Ouais, besoin de plus d'infos, tu passes d'un outil à un autre, etc. ouais, c'est ça. Bah par exemple, tu vois, si je t'ai beaucoup montré Arkham avec Ether, mais si je te montre Arkham avec Bubble Maps, si je vois là un projet, tu vois, un outflow vers ce portefeuille-là, bah je vais copier ce portefeuille-là, je vais l'ajouter dans Bubble Maps, voir si ça me link. Parce que imaginons, il y a un portefeuille que je rajoute qui se met là. Bah, Là, tu peux regarder que des jetons, tu peux pas regarder des adresses tout court, on est d'accord. Bah en fait, chaque bulle est une adresse, donc après tu peux aller sur Etherscan mais et là, c'est chercher une une adresse. recherche spécifique sur un jeton, je veux dire. On peut Ah pas oui, chercher une non, adresse tu peux. Non, là tu dans cherches. l'Explorer. J'espère que ce sera quelque chose qui est ajouté, honnêtement. J'espère aussi, bah de toute façon moi maintenant je suis en discussion pas mal avec eux sur ce qui serait bien de rajouter et tout ça. Mais c'est vrai que le fait de rajouter une adresse par exemple, ça permettrait de voir peut-être même avec une liste Ouais, de comme ça, les. t'as juste à cliquer sur l'adresse quand tu cliques sur la bulle et boum, t'as T'as la liste des tokens qui est flows détient et tout. par exemple, et tu peux aller voir Ouais. la map de tel token avec telle adresse déjà sélectionnée, tu vois. Ça pourrait être Ouais. extrêmement puissant. On croise les doigts. On croise les doigts. Mais tu vois, si je rajoute, en fait, il faut savoir que tu vois, t'as des maps et ça te met que les 150 premiers holders. Donc imagine que t'es juste une adresse de transition. Genre des wallets qui ont à chaque fois genre 0,1% des jetons, genre ils passent inaperçus, quoi. Bah après, dans la version premium que tu peux avoir avec leur token, tu peux rajouter jusqu'à 500 wallets. Mais même si Ok. le truc n'est plus dans le top 500, mais qu'à un moment, imaginons, il y a 10% de la supply qui est passée par ce wallet, mais pendant une Mhm. heure. Bah Ouais. là, par Tu exemple, peux louper. bah ouais, par exemple, t'auras cette bulle-là, je sais pas, qui a, tiens, bah tu vois, bon là, c'est des NFT, donc, mais imaginons que cette bulle-là, elle détient 10% d'un token, et bah, mais que t'as vu, toi, via Etherscan ou via Arkham, que c'est le déployeur qui a envoyé une adresse, et cette adresse qui a directement envoyé sur les 10% à ce wallet-là, précisément, bah t'as juste à rajouter le wallet en question, et en fait, ça fera le lien directement entre le déployeur et ce truc-là. Et donc, ça va se rajouter au cluster. Donc, potentiellement, via Arkham, quand tu vois un truc comme ça, tu dis, bah attends, ce wallet-là, par exemple, là, t'as tout ça, tu vois tout ça qui détient de la supply d'un token. Tu dis, bah je rajoute ce wallet-là, et hop, t'as un cluster qui se forme sur BubbleMap, en fait. Ça se trouve, l'adresse Mm. que tu vas rajouter, elle va se linker à cette bulle-là, à cette bulle-là, à cette bulle-là, à cette bulle-là, à cette bulle-là. Ça peut créer d'autres clusters. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment, je les utilise vraiment en trio, ces trois outils-là, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que toi, t'as déjà pensé par exemple à utiliser, je sais pas, ces données pour justement faire de l'argent dans un sens où, genre, si t'es capable de tracer ce que des gros wallets font sur un jeton, ça peut peut-être avoir une influence sur son prix, soit à la vente, à l'achat, que ça puisse être de surveiller des VC ou des baleines ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose auquel t'as pensé, que t'as déjà essayé d'une certaine manière? Je sais qu'il y a, enfin, je crois qu'il y a des solutions qui te permettent de copier d'une certaine manière d'autres adresses, mais ouais, est-ce que t'as regardé un petit peu Alors tout ça? j'y ai déjà pensé forcément. J'ai jamais essayé dans le sens où via ma pause dont je te parlais tout à l'heure de pause de Twitter et des cryptos un peu en général, j'ai très peu investi ces derniers temps.
Mais j'y ai pensé, ouais. C'est vrai que tu vois, même si on parle des enquêtes qu'ont sorti Bubble Map sur Gala ou sur même la toute première qui les a fait connaître sur la dominance de A16Z sur le token uni, bah effectivement, Ouais. quand tu vois que A16 détient notamment le quorum pour passer quasiment tous les votes, bah tu peux te dire, ok, c'est peut-être le moment de soit de short, soit de long, ou en tout cas de vendre, de sortir de ça avant que ça pète potentiellement. Mais encore une fois, t'as pas vraiment non plus de boule de cristal. C'est pas parce que ils ont le pouvoir de prendre tous les votes qu'ils vont le faire forcément, tu vois. Donc, Moi, ce que je faisais, peut-être pour te compléter, c'est que en gros, je regardais par exemple sur Rollbit, qui était mm, un jeton sur lequel auquel je m'étais exposé. Je me suis dit, en vrai, ça pourrait être intéressant que je regarde genre les 50 plus gros wallets et qui sont pas liés à un deployer ou quoi que ce soit, ouais, donc juste les 50 plus riches en Rollbit qui font pas partie de la team et voir quels jetons ils détiennent, tu vois. ouais, Et au final, je me suis aperçu en regardant tout ça qu'il y avait des jetons qui étaient récurrents. Et du coup, je me suis dit que, tu sais, c'est des projets qui sont bien capitalisés, mais qui sont pas encore énormes. Et je me suis dit, genre, si t'as plein de baleines d'un jeton qui ont un autre jeton qui est placé sur la même narrative, ouais, il y a peut-être quelque chose qui se trame. ouais, c'est clair. Et au final, je suis rentré sur un truc et ça fait x3 derrière ou x4. Ouais, Bon, je bah sais pas si c'est un c'est rapport, mais ça m'a permis de voir des trucs comme ça et je trouve que ça peut être une manière intelligente de regarder parfois ces données-là. Ouais, c'est clair. Après, le fait de prendre, tu vois, c'est ce qu'on disait sur que Bubble Map pourrait rajouter, mais le fait de ce que tu as fait là, ça va être long à faire, tu vois. De voir les tokens qu'ils ont, est-ce qu'il y a les mêmes J'ai regardé adresses, de les wallet croiser. par. Ouais, À chaque fois, je mettais sur des banques et je ouais, bah regardais. ouais, ouais. Mais c'est vrai que j'utilise pas beaucoup Debunk. Moi, je suis beaucoup sur Etherscan et tout. Mais après, c'est simple, tu regardes sur n'importe quel token, t'enlèves le filtre. Hmm. Tu regardes sur n'importe quel token, un Moi, truc c'est que juste j'aime bien parce que regarder des aussi. banques, c'était assez visuel, c'était pratique. Oui, bah là, Parce que ça te permet de voir un petit peu ce qui se passe aussi, genre sur ouais, du Arbitrum, sur peut-être prendre autre genre chose. des optimismes et enfin d'autres layers 2 quoi. Ouais, bah c'est ça, mais après, comme tu disais, pour regarder les top holders, machin, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Etherscan est puissant aussi pour le faire. C'est-à-dire que quand tu es sur le truc d'un token, t'as directement les holders, là. Ouais, Et là, t'as pas les 150 ou machin, tu les as, techniquement, tu les as tous, je tous, ouais. pense. Ouais, je Ah pense non, aussi. c'est le top 1000, pardon. C'est le top 1000. Ok. T'as le top 1000, donc pareil, si tu vois que des whales, tu prends un screen de ça, tu te mets le screen sur le deuxième écran, tu vas voir chaque token, tu regardes si les adresses correspondent, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que je faisais Ou aussi. Hein. autrement, tu peux même faire, je sais pas, tu regardes, qu'on soit sûr que ce soit pas un truc public, une adresse un peu privée. Celle-ci là, si je vais là, tu vas sur le truc de l'adresse. Imaginons que ça c'est une de tes Tu whales regardes ce Rollbit. qu'il a fait, ouais. Tu regardes les tokens qu'il détient ici, quoi. Ouais, ouais. Mm. Ici, t'as tous les tokens. Bon, Ou t'as même aussi tu peux les voir trucs de les spam, interactions mais qu'il a eu avec le jeton. Est-ce qu'il a fait que oui, d'acheter, que de ouais, vendre, ouais, c'est ça. etc. Ça, c'est aussi. Tu peux voir les différentes interactions et tu peux même globalement les filtrer. Hein. Tu peux mettre que des in ou que des out si tu veux voir Ouais. que les ventes et tout. Ouais. Ah ouais. Mais Euh, ouais, ça pourrait être intéressant. Enfin, je pense que ça peut marcher, hein, ce que tu disais et que tu fais. Ça peut, enfin, Moi, je l'ai fait marcher. à la mano, mais je pense qu'il y a des Ça- manières plus intelligentes de Ouais, le faire. C'est il y sûr a, qu'il il y y a des a, mecs il y a plus smart moyen. que moi sur ça. Il y a moyen, c'est sûr. Moi, j'y suis allé avec ma bite et mon couteau et, et j'ai regardé et bonne chance. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Maintenant que tu nous as présenté les outils, est-ce que tu peux peut-être nous présenter quelques enquêtes que tu as pu mener et nous expliquer un petit peu en fait ce qui s'est passé concrètement de malveillant ou d'arnaque pour que les gens puissent un petit peu situer en fait les faits et comment l'analyse on-chain t'a permis d'expliquer ça assez simplement. Ouais, bah alors si on parle d'analyse on-chain, je vais peut-être. Je vais pas parler forcément de l'enquête sur Hiroshi, parce que j'ai pas forcément envie de lui remettre dans la gueule encore une fois. Il a déjà pris assez avec le thread. Et puis, non, mais tu vois, c'est pas envie de faire
un truc office de harcèlement, tu vois. Mais par contre, Plush, c'est intéressant. Donc Plush, pour ceux qui connaissent pas, c'est un projet NFT avec des nounours que tu achètes et tu finances un film. Article qui a été notamment mis en avant sur enfin projet potentiel arnaque qui a été mis en lumière sur Mediapart. Ils Et l'ont en fait, dénoncé, je voulais dire. Pardon ? Oui, ils l'ont dénoncé. Ils l'ont dénoncé, La ouais. potentielle arnaque a été mise en lumière sur Mediapart en termes de dénonciation. Et en fait, c'était poussé par Kev Adams et d'autres stars du cinéma français et même des chanteurs et tout. En fait, très bien payé. je pense. Et en fait, j'ai fait un premier thread quand le mint est sorti en disant attention, il y a quand même eu les mecs qui demandaient une supply de 50 000 NFT. C'était un SMIC par NFT. C'était 1205. C'était soit 0,7 Ether, soit 1250 € que tu pouvais en plus minter par carte bancaire. Donc il y a une grosse partie des fonds qui ont été levés par carte bancaire parce qu'ils visaient les débutants. Et du coup, bah là, on-chain, t'as l'impression que t'es bloqué de ouf. Enfin, pour ces fonds-là, en tout cas, t'es bloqué. Parce que ça passe par une banque, ça passe pas du tout en crypto. Et en fait, à force d'être dans le Discord et tout, je voyais qu'ils disaient oui, on a vendu 1300, on a vendu 1300. Et donc, je suis quand même allé voir on-chain, ce qui s'était passé. Et globalement, ce qu'ils ont fait, et ça, je l'ai vu notamment grâce à BitQuery, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont minté eux-mêmes 1200 NFT au départ, tu vois, qu'ils ont envoyé sur une adresse, et c'est cette adresse qui distribuait les NFT aux gens qui avaient payé par carte bancaire. Donc en fait, comme ils ont pré-minté des NFT, il suffisait de voir combien de tokens il restait sur l'adresse en question, qui est normalement celle-ci. Et si on va sur Etherscan, on voit par exemple... Merde, j'ai oublié le 0. Hop, on va voir qu'il reste, je pense même qu'il reste des tokens. Tu vois, il reste 207 tokens plush. Donc il en reste 207 NFT sur cette adresse-là. Et bah ce qui est marrant, c'est que comme ils ont dit, on a vendu 1400. Eux, ils prenaient le nombre de NFT mintés. Sauf que bah techniquement, peut-être que ces trucs-là, ils ont été vendus et que les gens savaient pas parce que c'est des débutants comme on les claim. Mais en fait, en termes de vente sûre, c'est déjà 1400 moins 200. Sachant que NFT est à 1000 balles, ça fait quand même 200 000 balles de différence, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai tout regardé, savoir combien ils avaient vraiment vendu. Donc déjà, en crypto, je crois que c'est un truc de fou. Hein. Je crois qu'en crypto, tu dois avoir 5 ou 6 achats, tu vois. Genre, c'est... Non, mais c'est un... C'est le bid absolu, quoi. Ouais. Est-ce que je peux voir... C'est leur famille, quoi. Bah, c'est assez marrant, ouais. Tu vas voir si je fais viol. On devrait voir, je pense, la fois où ils ont reçu les 1200 et quelques. Tu vois, bah là, on voit. Tu vois, ils ont minté directement sur cette adresse-là. Ils les ont envoyés. Et ils ont fait un batch de. Les 90 pages que tu vois, c'est pas du tout des gens, en fait. Là, il y a quoi ? Il y a combien de résultats ? Il y a 25 résultats par page. Et en fait, si tu vas déjà, je pense, à la 2e ou 3e, tu devrais commencer à voir les... Bah, tu vois, 2e page, hein. Nul. Donc tout ça, c'est un batch, en fait. Et ce qu'ils ont fait un 2e batch aussi. Enfin, et en gros, ce que j'avais vu sur le contrat de base de Plush, donc là, c'est le contrat Plush Fiat Mint, et t'avais un contrat Plush Mint, et là, ouais, c'est quelque chose comme 16 ou 17 achats en NFT, sur 1000 et quelques. Et en fait, la Nathan Chain m'a aidé à déterminer que bah, déjà, ils mentaient sur le Discord en disant qu'ils avaient vendu 1400, puisque officiellement, ils avaient vendu de sur 1000... Combien je l'avais mis c'est 1090, je crois, ou 1030, quelque chose comme ça. 1200 étaient mintés, ils disent qu'ils vendent 1300. Il y a 223. Le nombre de ventes dont on peut être sûr, c'est 1099. Sur 50 000 total, sachant que en plus, il disait que les NFT allaient être reveal que si les 10 000 premiers étaient vendus, tu vois. Donc là, je me suis dit, bah, ça veut dire les mecs, ils ont lâché... T'en as certains qui en ont acheté 8 ou 9. Hein. Il y a des mecs qui ont lâché 10K. Hein. Et j'étais là en mode, mais ça veut dire que les gens-là, ils vont même pas avoir de review. Et du coup, bah, comme j'étais pas mal présent dans leur Discord, notamment à parler avec le porteur de projet et tout, bon, je vais pas parler de lui, mais disons que, en fait, j'étais là en mode, mais vous mentez ouvertement aux gens. Je le prouve là. Et... Bon, t'as évidemment les défenseurs du projet qui ont investi beaucoup, qui disent bah non, mais tu FUD.
t'as les gens qui finalement ouvrent les yeux en disant bah attendez, c'est vrai que si des nouveaux ils arrivent, 1300 mine de rien c'est pas pareil que 1000 vendus, c'est quand même 30% de plus d'annonces que ce qu'ils ont réellement vendu. Et bah derrière j'avais déjà fait un thread sur attention ça va être compliqué d'amener ce projet loin, tu vois, et derrière sur les mints j'étais là en mode attention on peut même pas savoir combien il y a réellement de NFT qui ont été vendus, on peut pas traquer les fonds parce que globalement ils ont levé 1,6 million, un truc comme ça. Et il y a 70K en crypto, je crois. Tout le reste, c'est parti sur un compte bancaire qui en plus doit être à Dubaï puisque la société derrière était immatriculée à Dubaï. Donc voilà. Et ça m'a permis de redire aux gens attention, c'est pas bien. Et puis bon, ça permet aussi de mettre une petite couche à nos députés européens en leur disant bah voilà, en crypto, moi je peux suivre les fonds. Là, sur un truc comme ça, je peux pas les suivre parce que ça part C'est dans une uniquement banque. les autorités, quoi. Ouais, et puis encore, c'est les autorités, c'est encore une fois, je connais pas les lois internationales là-dessus, mais faut qu'il y ait un recours collectif des holders, de ceux qui ont Il y en payé a eu par un ou carte. pas? Il est en cours. Il y a une avocate qui s'occupe de ça. Il est en cours, notamment par celui qui a fait toute l'enquête avec Mediapart. En fait, il a partagé il y a pas longtemps le recours collectif, enfin la page du recours collectif, quoi, pour que les gens puissent s'inscrire. Mais même avec un recours, je sais pas si les autorités peuvent aller voir la banque où les fonds ont été reçus, tu vois, si elle est immatriculée. Si c'est une banque dubaïote, est-ce que ils ont le droit d'aller dire bah on veut ces fonds-là, quoi. Je sais Ouais, pas. ou est-ce qu'ils vont coopérer, quoi? Oui, c'est ça. Quand je dis avoir le droit, je pense que même s'ils n'ont pas le droit, ils le demandent, tu vois. Mais est-ce que la banque va Est-ce que dire même oui, ils on vous donne vont les trucs? Je sais pas. lister toutes les interactions? Est-ce qu'ils vont donner les informations sur les... Enfin, alors Voilà, je suppose qu'il y a des lois peut-être internationales d'une certaine manière, mais je sais pas à quel point ça s'applique en réalité, quoi. c'est ça. Mm. C'est vraiment ça. Ok. Et du coup, bah voilà, ça c'est par exemple sur un projet qui est c'est ma plus grosse enquête, Plush. Avant que l'article Mediapart sorte, il y a 1 an d'enquête à peu près. En prenant tous les appels avec le fondateur du projet, le temps passé on-chain pour trouver justement le nombre de ventes, trouver les différents contrats, trouver où étaient partis les fonds, ceux qui sont traçables en crypto, et derrière essayer de trouver qui y avait derrière ce projet parce qu'ils étaient complètement anonymes et ils disaient que c'était normal et ils voulaient pas que les gens sachent qui y a derrière, quoi. Ok, Plush, c'est ma plus grosse enquête sur mon profil actuellement, celle qui a pris le plus de temps et celle qui a fait le plus d'écho, on va dire. Je me posais la question, est-ce que tu as déjà été menacé par des projets ou en faisant des Ah. enquêtes, ce genre de choses? Est-ce que ça s'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'a peut-être influencé d'une certaine manière dans ce que tu fais? Menacé, jamais physiquement, on va dire. On m'a insulté, tout ça, oui. Menacé, jamais physiquement. J'ai 2 projets qui ont menacé de me porter plainte pour diffamation, qui l'ont jamais fait. Parce que je leur disais vas-y, en fait, comme je te disais, tu vois, quand je mets le white paper, quand je mets le white paper, si tu veux, que je décris avec des screens et que je donne pas, il y a des fois je donne même pas forcément mon avis, je dis juste pourquoi ça peut être dangereux, ou pourquoi je pense que ça ne va pas aller au bout, qui est là est un avis, mais je dis jamais que c'est une arnaque ou un truc comme ça, tu vois. Je dis attention, quand tu vois un projet qui te propose, s'il y a sold out, on vous propose un voyage touristique dans l'espace, valeur $450 000, bon excuse-moi de pas y croire, mais j'y crois pas, quoi. Tu vois. Je doute. Voilà, le doute m'habite, mais le doute est permis. Voilà, deux fois, on m'a dit on va porter plainte, et 2 fois ça n'est pas arrivé. Mais physiquement jamais. Même s'il y a certaines enquêtes, maintenant je fais un peu plus gaffe quand je suis dans la rue, mais sinon physiquement non. Et est-ce que tu as remarqué peut-être des écosystèmes ou des thématiques sur lesquelles il y a genre davantage de scams ou des choses un peu tricky auxquelles il faudrait faire attention? Je sais pas si c'est une chaîne en particulier, je sais pas si c'est une typologie de jetons ou si une narrative précise, mais est-ce qu'il y a peut-être des trucs qui sont un peu redondants sur lesquels tu recommanderais peut-être aux gens de faire assez gaffe quand même? Dès qu'il y a un influenceur qui est pas de l'écosystème, ou un sportif, ou un truc comme ça qui est mis en avant. C'est vraiment sur la plupart des enquêtes que j'ai fait, c'était ça, c'est soit une personnalité importante qui connaît rien en crypto, soit un sportif, soit un influenceur comme The Kairi qui en parle ou truc comme ça. Franchement, si c'est des personnes qui n'y connaissent rien, ouais, c'est
C'est assez. Parce que c'est ça, c'est essayer de conquérir, de motiver, de convaincre des gens qui ne sont pas qualifiés pour faire leurs recherches, en fait. C'est ça. Là où ce serait pas un red Ou flag en tout pour cas, moi. qui n'ont pas une connaissance Voilà. avancée de l'écosystème. Là où ce serait pas un red flag pour moi, c'est si pendant le discours du mec, tu vois, que je regarde sa vidéo ou un truc comme ça, je vois qu'il a fait ses recherches, qu'il maintenant il sait comment ça marche la blockchain, qu'il sait ce que c'est un NFT, qu'il fait les disclaimers qu'il faut en disant c'est de Mais l'investissement. même ça, attention. en vrai. Mais même ça, parce qu'en vrai, tu t'essayes de convaincre une audience qui est tellement démunie ou Ah oui, peu, bah ça, peu connaisseuse. ouais. Bah alors, si je le c'est devais le chaud. dire autrement, peut-être si le mec qui fait sa pub, il invite un vrai expert avec lui en même temps, tu vois, ou un truc dans le genre. Parce Ouais. que j'ai eu la question sur 20 Mint justement la dernière fois, c'est ok, faut éviter ça, faut éviter quand c'est des gens qui connaissent pas qui font cette pub-là, mais en même temps, est-ce que c'est pas en passant par ces gens-là qu'on peut arriver vers une démocratisation On aura aussi, une quoi. adoption de masse, etc. Donc, ouais. je pense qu'il faut trouver un juste milieu ou peut-être quelqu'un qui n'y connaît, qui connaît rien et un expert, tu vois, pour faire la promotion Mhm. du truc. Mais que Ouais. quelqu'un qui n'y connaît rien, non, pour moi, faut se barrer loin en général. Et peut-être des thématiques de projet ou des narratifs spécifiques sur lesquels tu vois vraiment des trucs délirants. Je sais pas si c'est dans la DeFi, je sais pas si c'est sur, je sais pas, les real world assets, je sais pas si c'est sur les NFT spécifiquement d'une certaine thématique. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses redondantes que... Il y a, je trouve c'est trop que c'est assez difficile. Moi, bah, de toute façon, la plupart des projets que j'ai fait, c'était quand même des projets NFT. Je te demande de faire des généralités, donc c'est difficile, mais tu vois ce que tu vois là où je veux en venir. Ouais, bien sûr. Des choses qui te permettent de faire attention. Ouais, bah en fait, la plupart de mes enquêtes, c'était sur des projets NFT, parce que les gens, ils viennent me voir principalement en mode j'ai acheté tel NFT ou tel NFT. Mais il y a eu une narrative un peu l'année dernière au moment de Next Step, où en fait, t'avais les trucs de paiement. Les trucs, en fait, les trucs de la narrative de la mass adoption, tu vois. Typiquement, t'as plein de projets qui se lancent en mode on va aider la crypto à être démocratisée de ouf. Et en fait, en général, quand tu creuses derrière, bah, soit c'est un truc qui existe déjà, et franchement, la blockchain n'apporte rien pour l'instant à ça. Soit bah, les mecs, ils connaissent pas forcément ce qu'ils font, ils sont là en mode on surfe sur justement onboarder les nouveaux, tu vois, onboarder les gens qui connaissent pas dans un truc blockchain qui est compliqué. Et ça, je trouve que dans les projets mass adoption, tu vois, il y en a plein. Il y en a plein qui disent bah c'est de la mass adoption, donc évidemment on target les débutants. Sauf que bah oui, mais non en fait. Tu vois. Mais sinon, en termes de narrative, vraiment, j'ai pas eu assez d'enquêtes sur des trucs qui sont ancrés dans des narratifs dont on parle maintenant, tu vois. Ok. Bah écoute, je pense que en vrai, on a couvert pas mal de sujets. Je pense que ça fera une bonne introduction au sujet pour les personnes qui souhaitent un petit peu diguer, s'y intéresser, etc. Je te remercie énormément pour tout ça, parce que c'est super cool d'avoir quelqu'un qui est éduqué sur le sujet et surtout qui a déjà mené quelques enquêtes publiquement, surtout que tout ton travail est disponible, donc enfin sur Twitter notamment. Donc vous pourrez retrouver tout ça en description et en commentaire épinglé si jamais. Est-ce que tu as, je sais pas, une petite info, une petite alpha, une petite insight ou peut-être un petit mot de la fin pour, je sais pas, indiquer quelque chose à regarder ou pour parler de ce que tu fais à toi de choisir. Je sais pas comment quand sortira la vidéo, mais il y a normalement la toute première enquête Bubble Maps que j'ai réalisée pour eux qui devrait sortir cette semaine. Donc je sais pas si les gens. Au format vidéo du coup? Non, sur format thread. En fait, ils se servent de Twitter pour raconter l'histoire sur un token. Et du coup, il y a ma première enquête qui sortira normalement cette semaine. Donc là, on est lundi au moment où on enregistre. Et, si jamais c'est pas encore sorti. Je ne sais pas quand sera publié. Peut-être. Je pense que ce sera publié. Il y a de bonnes chances que ce soit publié déjà. Oui, bah regardez Bubble Maps. Il y a une enquête sur le Dogelon qui a été réalisée par ma part. Par moi. Et toute première enquête chez eux, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et de voir les retours des gens. Et ça sinon, écoute... de l'alpha, non, parce que j'enquête en fait. Si tu veux, je fais pas les news, moi, je lis rien, je fais pas mes devoirs, j'ai la tête dans Etherscan et tout ce que je vois, passer, ça doit donner quelques migraines. Hein. Tout ce que je vois passer globalement, c'est ce que je vois sur Coin Academy, JDC, tout ça, donc c'est déjà des trucs qui sont diffusés au grand public, quoi. J'ai pas le temps de dig en ce moment de mon côté, donc niveau alpha. Je suis pas le meilleur, je suis pas le meilleur, je suis pas le mieux placé pour les alphas. Je laisserai les gens te suivre de toute façon. Ce sera sur Twitter probablement s'il y a des choses assez intéressantes. Donc merci beaucoup à toi. Merci à toi pour l'invite. C'est Picsou. Très cool. C'était Oslo. On se retrouve très vite. Salut. Ciao.